Web, TV Info, le direct. Il est écrit dans un certain livre qu'un commencement est un instant d'une extraordinaire délicatesse. Quel sera notre commencement? J'en sais rien. Je vais reprendre un verre. Parce que l'histoire que j'ai à vous raconter est si incroyable, si invraisemblable, et en même temps si rigoureusement authentique que je n'en sais rien. Merci. En fait, imaginez, loin vers l'est, de puissants souverains lancent leurs armées dans toutes les directions. Arrivés à leur suite, dans le nord du Caucase, s'installe la famille Pringle. Dans le petit village de Goïgol, personne ne les a vus arriver. Mais à peine sont-ils installés qu'ils ouvrent boutique. Et des quatre coins du monde, les clients se pressent à leurs portes. De la lointaine Afrique, de la mystérieuse Asie, des terres septentrionales, australes, tous se pressent à leurs portes. Et tous repartent avec une boîte unique, une boîte à nul autre pareille. Alors rapidement, la rumeur se fait légende. On dit que les Pringles ouvragent des boîtes qui racontent des histoires. À chaque civilisation, chaque culture correspond une boîte et une seule. Les Pringles résistent à tout. À la guerre, à la révolution, à la famine. Et puis un jour, un homme se rend maître de l'Empire et ordonne que tous, d'origine allemande, soient déportés au fin fond des terres glacées de Sibérie pour y mourir. Seul, réfugié dans les soubassements de la maison familiale, Helmut Pringle se cache. Durant 12 ans, il se cache, mais il travaille à sa grande œuvre. La boîte ultime, celle qui pourrait contenir toutes les histoires de l'univers, passées, présentes et à venir. Et puis un jour, le maître de l'Empire meurt. Helmut Pringle ressort de la maison familiale, mais il eut beau attendre au seuil de la porte, aucun de ceux qui étaient partis ne revint. Il prit alors conscience qu'il était le dernier Allemand du Caucase, et il ferma boutique. Mais il avait réussi sa grande œuvre. Il avait réussi à fabriquer la boîte ultime, celle qui pouvait contenir toutes les histoires de l'univers, passées, présentes et à venir. Le seul problème, c'est que la boîte était folle. Mélangeant le temps et les arcanes de l'univers, elle racontait des histoires qui n'avaient ni queue ni tête. Et puis un jour, sans que l'on sache ni quand, ni comment, Helmut Pringle a disparu de la surface de la Terre. La dernière chose qui a transpiré, c'est que la boîte avait été envoyée vers l'ouest, là où on la réclamait. Et c'est là qu'un matin, je l'ai trouvée au seuil de ma porte. Et c'est là que mes ennuis ont commencé. Vous voulez jeter un coup d'œil? Non! Ne mords pas. T'as peur, hein? Tu devrais avoir peur.
Non, mais tais-toi. Ferme-la. Je t'ai déjà dit en public que tu parles pas. Non. Non. Non, c'est hors de question. Je ne raconterai pas d'histoire pour les enfants. J'en peux plus de raconter des histoires pour les enfants. 20 ans que je raconte des histoires pour les enfants. Il était une fois un petit... J'en peux plus des histoires pour les enfants. De toute façon, j'aime pas les enfants. Ça pleure, ça chie, ça se pisse dessus, ça a toujours un truc qui va pas. Putain de chiard. Une dernière. Parce que c'est la dernière, une dernière histoire pour les enfants. Après, fini. Après du cul et des grands mots. Il était une fois... Parce que toutes les histoires d'enfants commencent par « Il était une fois ». Une famille très pauvre. Ah ben dans tout bon conte traditionnel qui se respecte, plus la famille est pauvre, mieux c'est. Alors on a choisi du vrai pauvre, hein, du pauvre bien de chez nous. C'est pas de la France d'en bas, c'est carrément de la France du sous-sol. Ces braves gens vivent dans une hutte où il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas tout à l'égout. Évidemment, conte traditionnel oblige, le papa est mort à la guerre, dans d'atroces souffrances. Donc la maman reste veuve, c'est le principe quand on a perdu son mari, et elle élève seule ses 2 enfants. C'est quoi ton petit prénom? Alexandrine. Et toi? Alan. Alan. Elle élève seule Alan et Alexandrine. Et comme la maman est bien brave, du lever du soleil au coucher du soleil, elle travaille dur pour élever Alan et Alexandrine. Hein? Elle laboure la terre avec ses doigts. Évidemment, conte traditionnel oblige, elle travaille sous la férule d'un vilain maître qui l'abat. Allez, travaille, Marot, travaille, sinon le baron Macron sera pas content. Ces braves gens habitent un village où le ciel est perpétuellement gris. La rue centrale, c'est que de la boue. Et autour du village, vous avez une vaste, très vaste forêt que l'on appelle la forêt noire, maléfique et démoniaque où faut jamais y aller. Dans le village, de façon immémorielle, on le sait, la forêt noire, maléfique et démoniaque, il faut jamais y aller. Ils l'ont même fait inscrire dans le guide du routard, à la page 145. Venez pas chez nous, on n'a rien. On a juste une forêt noire, maléfique et démoniaque où faut jamais y aller. Et la question qui se pose dans le conte traditionnel, pourquoi la forêt noire, maléfique et démoniaque, il faut jamais y aller? Ah ben la question se pose, hein. Parce que traditionnellement, il y a une grosse saloperie qui traîne. Alors ça peut être un dragon borgne et boiteux qui en veut à la terre entière. Hein, dès qu'il croise quelqu'un, opération merguez. Ou ça peut être un ogre. Alors pour ceux qui l'ignorent, dans le conte traditionnel, l'ogre c'est super grand, super gros et ça ne mange que de la chair humaine. Mais si vous ne trouvez pas de dragon, si vous ne trouvez pas d'ogre, qu'est-ce que vous pouvez trouver dans une forêt noire, maléfique et démoniaque où faut jamais y aller? Une sorcière. Oui, une sorcière. Sinon un loup-garou. Oui, mais là c'est une sorcière.
une bonne intervention, mais à contre-temps. Sorcière qui peut se transformer en loup-garou. Oui, tout à fait. Mais là, ça va être juste une sorcière, tu sais, le truc simple. Hein? On va faire dans le conte traditionnel. En sorcière. Une sorcière qui peut se transformer en sorcière. Tu m'expliqueras après, parce que là, je vois pas le principe. Dans le conte traditionnel, la sorcière, c'est quand même pas le meilleur des rôles. La sorcière, faut l'imaginer physiquement. Déjà, elle est bossue. Mais alors bien. Le truc, c'est à l'équerre. Elle a un profil un peu comme le mien. Bon, le premier qui dit « Ouh, la vilaine sorcière », ça se règle en bas. On est bien d'accord. La sorcière, Elle a un bouton sur le nez. elle se lave jamais. Donc, elle a une odeur de hyène qu'on sent à des kilomètres. La sorcière, elle a des boutons et des bubons un peu partout. Bon, comme on est en soirée, je vais vous épargner ces mycoses. Mais en gros, c'est comme si elle avait des forceps cachés un peu partout. Évidemment, la sorcière, elle a une voix comme ça. Hein, Céline Dion, chanteuse, fallait qu'elle oublie. Et on se dit, mais peut-être que sous cette apparence revêche, elle cache un cœur de tendresse pour l'humanité. Non. Sorcière, c'est une saloperie finie. Son hobby, son plaisir, c'est de faire du mal. La seule chose qu'on ne vous expliquera jamais dans un conte traditionnel, c'est comment on devient sorcière. Alors en général, ce sont des lignées matrilinéaires. Je suis sorcière, maman est sorcière, grand-mère est sorcière, arrière-grand-mère est sorcière. La seule chose qu'on n'explique pas, c'est comment est-ce que les sorcières trouvent un mari. Je vais vous faire une grande révélation. En fait, on ne veut pas savoir. C'est sûrement illégal, immoral, ou ça vient d'un autre monde. Et puis un jour, dans la petite hutte, Alan et Alexandrine s'ennuient. Alors Alan, courageux et téméraire, dit à sa petite sœur Alexandrine « Dis, Alex, si qu'on allait dans la forêt noire, maléfique et démoniaque, où faut jamais y aller !» Alexandrine « Non, maman nous a interdit d'y aller, sinon la vilaine sorcière va nous faire esclaves et prisonniers toute notre vie. » Alan « Ouais, super, allons-y !» Dans le conte traditionnel, les enfants savent toujours qu'il y a un piège. Mais non, les gosses, ils vont toujours. Voilà pourquoi j'aime pas les gosses. Ça ne m'écoute jamais. Vous vous souvenez que la forêt est vaste, vaste. Les enfants auraient pu rencontrer n'importe qui. Un troupeau d'éléphants, des Hollandais en train de faire du trekking. Eh ben non, ils tombent directement sur la sorcière. Bon, d'abord, ils la sentent. Et là, Alan... Oh, dis Alexandrine, ne serait-ce pas la sorcière de la forêt noire et maléfique où faut jamais y aller, celle qui va nous faire esclaves et prisonniers toute notre vie? Si, partons, j'ai peur. Non, allons la voir. Why not? La sorcière, évidemment, a vu les enfants. Eh ben... je vais leur jouer un vilain tour assez drôle. Gnac, 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 gnac. Rit-elle sous cape. Ça, c'est pour le côté littéraire. Lorsque les enfants s'approchent, la sorcière essaie d'être la plus aimable, la plus accorte possible. Alors, les enfants, on s'est perdus. Ben, venez donc au château. Je vous offrirai un bonbon ou un gâteau. Gnac, 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 gnac. Alan. Super, allons-y! Alors le château du méchant dans le conte traditionnel, c'est démesurément haut, c'est sombre, hein, il y a des espèces de drôles de bêtes qui tournent autour. La sorcière fait rentrer les enfants dans son château et referme derrière eux sa lourde porte. Parce que le château du méchant, c'est pareil, il a une porte démesurément haute, démesurément large.
Ah, c'est pas de la porte-butte, la paire ou Ikea. Ah, ça, c'est des trucs qui ont été abattus à la main par du bûcheron canadien. Allez les enfants, mangez votre gâteau, mangez votre bonbon, niet, 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 niet. Les enfants mangent leur gâteau et leurs bonbons. Paf! Ils tombent évanouis et lorsqu'ils se réveillent, ils sont esclaves et prisonniers de la sorcière. Et alors ça, mes enfants, dans le conte traditionnel, c'est pas une sinécure. Allez les enfants, vous allez me dépoussiérer le château! Bon alors comme la brave dame n'a pas fait le ménage depuis qu'elle a fait construire il y a 100 000 ans en arrière, c'est au burin et au marteau qu'il faut faire sauter la poussière. Allez les enfants, vous allez me faire la vaisselle! Alors là c'est pareil, c'est un peu comme dans Fantasia. Vous avez des kilomètres et des kilomètres de vaisselle dans l'évier avec des formes de vie bactériennes qu'on n'a même pas trouvées ailleurs dans l'univers. Puis tout d'un coup, la sorcière a une idée. Tiens, soyons folles. Vivons une expérience limite. Mettons-nous en danger. Prenons un bain. Allez les enfants, venez me gratter le dos. Alors, techniquement, pour faire propre, Alan pioche pendant qu'Alexandrine sort la crasse à la pelle. Pendant ce temps, au village, la maman, fourbue, brisée par le travail, rentre de sa longue journée. Mais elle a le cœur chaud car elle va retrouver ses petits, pour lesquels elle se sacrifie. Alors elle monte vers sa petite maison sur la colline. Elle y va à pied. Oh, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont perdu la clé. Elle tend sa main brisée pour ouvrir sa porte. Saisir la poignée, mais elle n'a pas de poignée, puisqu'elle n'a pas de porte. À tâtons, elle cherche ses enfants et elle s'aperçoit qu'Alan et Alexandrine ont disparu. Alors elle sort de la hutte. Alan! Alexandrine! Alan! Alexandrine! Elle se met à dévaler la colline en courant. Alexandrine! Elle tombe, elle fait des roulés-boulés, elle s'éclate contre les rochers, elle se scarifie aux ronces, mais toujours déboulonnant. Alexandrine! Elle s'écrase au bas de la colline, elle se redresse. Alexandrine! Sauf que là, à cette heure-ci, tout le village aimerait bien dormir. Hein. Parce que demain, il faut se lever à 5 heures. Tout ça pour payer l'impôt au Seigneur. Vous avez 200 paires de volets qui s'ouvrent. Oh, grognasse! Ils sont dans la forêt noire, maléfiques et démoniaques, où faut jamais y aller! Les paires de volets se referment. À travers la lourde couverture nuageuse, la pleine lune apparaît et éclaire la mer. La mer se redresse, telle une héroïne soviétique. Mes enfants, esclaves et prisonniers de la sorcière, je ne peux l'accepter. Je vais aller les délivrer. Et elle s'enfonce de nuit dans la forêt noire, maléfique et démoniaque, où faut jamais y aller. Après moult péripéties, j'aime bien mettre moult. Elle arrive devant le château de la sorcière. Mais la sorcière, elle l'a vue arriver de loin. Tiens, ce serait pas cette idiote de veuve? Ah bah tiens, banco, lui joue un vilain tour, elle aussi. Niac, 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 niac. Et la sorcière se jette un sort et se transforme en magnifique jeune homme. Alors, pour ceux qui ignorent ce qu'est un magnifique jeune homme... Ok, je vous attends tous en bas à la fin de ça. Et là, la question se pose, mais pourquoi un magnifique jeune homme? Eh bien, n'oublions pas que la maman est veuve depuis quelques années.
C'est un peu fait du feu dans la cheminée. Je rentre ce soir. La sorcière, sous couvert du magnifique jeune homme, ouvre sa lourde porte. Et la maman... Ah, ah ben... Eh bien alors, ma petite dame, que faites-vous ici nuitamment? Vous seriez-vous perdue? Schling. Eh bien, c'est que... En fait, je cherche mes enfants, mais là... Enfin, ils sont censés être prisonniers d'une vilaine sorcière, mais... Vous n'êtes pas une vilaine sorcière. Allons, allons, ma petite dame. Rentrez donc au château, et qui sais-je, peut-être vais-je vous offrir un gâteau ou un bonbon. Ah mais... C'est pas de refus. La maman rentre, le jeune homme referme la lourde porte, la maman mange le gâteau et le bonbon. Elle tombe évanouie et lorsqu'elle se réveille, elle est esclave et prisonnière de la sorcière. That's it, that's all. Le conte est terminé. Mais non, parce que nous sommes dans un vrai conte de fées. Et dans un vrai conte de fées, il nous manque un élément indispensable. On a tout eu, la sorcière, la maman veuve, les 2 enfants. Le sort, il nous manque... La fée. La fée, non. Le prince. Oui, le prince charmant. C'est toujours une femme qui le dit. On y croit encore. Le prince charmant, le grand, le beau, le fort, le... Tada! Le prince charmant, le gars qui sait tout faire, de macramé à physique nucléaire quantique, le mec qui te fait chier en boîte de nuit. Dans le conte traditionnel, il y a quelque chose qu'on n'expliquera jamais. Le prince charmant pourrait épouser les plus belles femmes du royaume, les plus riches, les plus cultivées. Eh ben non! Il tombe invariablement amoureux de la grognasse qui bouillasse dans la gadoue. Waouh, mode de terre, waouh, waouh. Mais comme il est fils de roi, s'il veut pas de paix d'héritage, faut qu'il la ferme. C'est un amour douloureux, secret et frustré. Ah, faut donner une dimension psychanalytique au conte. Mais tous les matins, le prince charmant, sur son cheval blanc, bah oui, parce que le prince charmant monte toujours un cheval blanc dernier modèle. Il passe le long du champ où travaille la veuve et l'azieute du coin de l'œil, avec son petit cœur qui fait boum boum, boum boum, boum boum dans l'armure. Sauf que ce matin-là, il la voit pas. Alors il arrête son cheval blanc, il descend du cheval, et il interpelle le manant qui pioche la terre. Parce que dans tout bon conte traditionnel, il y a toujours un manant qui pioche la terre et tout ça c'est dur, tout ça pour payer l'impôt au seigneur. Hein? C'est du style... La terre est dure, tout ça pour payer l'impôt au seigneur. La terre est dure, tout ça pour payer l'impôt au seigneur. Voilà maintenant, la terre est dure, tout ça pour payer l'impôt au seigneur. La terre est dure, tout ça pour payer l'impôt au seigneur. Voilà maintenant, l'autre dans son truc, la terre est dure, tout ça pour... Oh, bon notre seigneur, nous avions point vu. Qu'est-ce qu'il y a-t-il pour votre service? Je voudrais savoir où est la belle veuve qui travaille ordinairement dans ton champ. Bah, mon couillon. Ma boîte prince charmant, on est pour mieux informer que les autres. Hein. Elle est dans la forêt noire, maléfique et démoniaque, où faut jamais y aller. Tu vois, tout le monde le dit. Le prince charmant, son sang ne fait qu'un tour. Ah oui, bah, de toute façon, ça ne peut pas en faire deux, c'est un circuit fermé. Il s'est dit... Mon amour, mon élu, mamie, esclave et prisonnière de la sorcière, je ne peux l'accepter. Je vais aller la délivrer. Et tagadak, tagadak. Premier qui a pensé, voilà les Dalton, c'est pareil. Bon, bon. Il va dans la forêt noire, maléfique et démoniaque. Mais avant, il se prépare. Il illustre bien son beau cheval blanc. Il met sa belle armure en inox du dimanche. Il prend son beau home avec la grande plume blanche.
Il prend le grand bouclier avec le lion, symbole de courage. Ah, vous savez le lion qui fait. Et à ses côtés, il met sa très très longue épée. Est-ce que le prince charmant prétend toujours avoir la plus longue épée du royaume? Et là, il trouve directement le château de la sorcière. Attends. Attends, l'autre, paf, en ligne droite, comme ça. On se dit, ben, il a un plan secret. La plume, là, c'est pas une plume. C'est une antenne GPS. Château de la sorcière, droit devant, ne tournez ni à gauche ni à droite. Et là, fier comme Artaban, il se présente devant le château de la sorcière. Elle est pas folle l'autre, elle l'a vu arriver de loin. Tiens, ce serait pas cet idiot de prince charmant qui a pas voulu m'épouser que je sais même pas pourquoi? Eh ben allez, je vais jouer à Villatour, lui aussi. Gnac, 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 gnac. Et là, la sorcière jette un sort et fait pousser dans les douves du château des ronces gigantesques, avec des mâchoires pleines de dents, et des mâchoires à l'intérieur des dents. Mais le prince, ça lui fait pas peur. Il est là pour délivrer sa belle. Alors il dégaine sa longue épée, et avec élégance, parce que le prince a fait de la danse, il coupe dans les ronces. Tcha, 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 tcha. Moi, j'ai pas fait de danse. Tcha, 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 ou tcha, tcha, vois ça, ça ici. Mais plus il coupe les ronces, plus il repousse. Alors il rengaine sa longue épée, il se recule et il se dit comment je vais faire? Et là, il se souvient toujours d'un conseil de sagesse que lui donnait son vieux père, le roi. Mon fils, si tu veux t'en sortir dans la vie, tu dois toujours avoir sur toi un pulvérisateur KB spécial ronce. Et du coup, les ronces. Nous sommes faits comme des rats. Et elle tombe en poussière. Le prince s'avance sur le pont-levis, mais entre lui et la belle, il y a la lourde porte, démesurément haute, démesurément large. Mais ça lui fait pas peur. Il est là pour délivrer sa belle. Alors il redégaine sa longue épée, avec puissance, parce qu'il a fait musculature en deuxième langue. Il attaque la porte. Attention aux éclats. On gagne sa longue épée et se dit comment je vais faire? Et là, il se souvient toujours d'un conseil de vieille sagesse que lui donnait son vieux père le roi. Mon fils, si tu veux t'en sortir dans la vie, tu dois toujours avoir sur toi une tronçonneuse Black & Decker. Et là, le prince découpe une belle entrée en ogive, en plein cintre outrepassé. Parce que monsieur a fait architecture de luxe. Et il rentre à cheval dans le château. Et là, on se dit, putain, la sorcière, ouais, va en prendre plein sa face. La sorcière, elle a prévu le coup. Alors, elle s'est jetée un sort et s'est transformée en magnifique jeune femme. Bon, là, à part si je fermais durant 6 mois pour travaux, je ne peux pas faire la magnifique jeune femme. Donc, en fonction de vos fantasmes, vous l'imaginez blonde, brune, rousse, chauve. Pour ceux qui préfèrent, elle porte une casquette de cuir, une grosse moustache et elle chante YMCA. C'est la figuration, ça coûte pas cher. Pour nous, une image de l'éternel féminin.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mr. Pensioner. Happy birthday to you. Alors, mon prince, que faites-vous ici par cette nuit si chaude? Voudriez-vous un gâteau ou un bonbon? Et là on se dit, le prince il va plonger, ce n'est qu'un homme. Et nous le savons, pour un homme, la meilleure façon de résister à une tentation, c'est d'y succomber. Sauf que non. Le prince, il sait qu'il a en face de lui la vilaine sorcière. On se dit, comment il le sait? Parce qu'avant de partir, il s'est souvenu d'un conseil de vieille sagesse toute pourrie que lui donnait son vieux père de vieux roi. Mon fils, quand tu tournes dans un conte de fées, tu lis toujours le scénario. Alors il dégaine sa longue épée, il fait sauter la tête de la sorcière, avec le sang, les boyaux, tout ça qui gicle. Ah ouais, des effets spéciaux là. La sorcière étant morte, le sort tombe, la belle veuve se réveille, Alan et Alexandrine se réveillent du sort. Là, le prince, en général, monte la belle veuve. Il fait monter la belle veuve sur son cheval. Et en général, il dit au petit, allez, vous rentrez à pied, il n'y a plus de danger. Rentré chez lui, il arrive toujours à convaincre son père, Monsieur Roi, et sa mère, Madame Reine, que cette pauvresse, déformée par le travail, ferait la meilleure des épouses possibles, qu'elle régnerait à ses côtés avec justice et équité. Donc il l'épouse. Au drôle, il donne amour, gloire et beauté, tout ça. Et en général, le conte traditionnel se termine par « Ils furent heureux et ils eurent... » Ouais, ben non, parce qu'ils en ont déjà 2. Et un prince, ça touche pas les allocations familiales. Voilà, madame, elle est contente? Est-ce que vous savez que le mot monstre vient du latin monstrum, qui signifie chose incroyable, prodige. Je suis un monstre. Ah oui. Ah ben oui. Je suis une chose incroyable, un prodige. Que je vous explique. En fait, j'ai pas de cerveau. Ouais. En fait, à l'origine, j'étais comme vous. J'avais un bon gros cerveau qui me remplissait la tête. Sauf que mon cerveau décidait de tout, faisait tout, ordonnait tout. Et moi, j'étais assis sur un petit tabouret à côté de mon cerveau. J'étais en quelque sorte prisonnier politique dans ma tête. Et un jour, j'ai fait un coup d'état. J'ai renversé mon cerveau. J'ai appuyé sur le tout petit bouton qu'on a là derrière le crâne. Clic. Ça fait... J'ai chopé mon cerveau et je l'ai balancé par terre. Eh ben, vas-y maintenant. Fais des trucs tout seul. J'ai refermé, clic. Psh. Et là, le bonheur. J'avais rien dans la tête. Mais un espace infini. Tout un univers à construire. Alors dans ma tête, je suis devenu le seul seigneur et maître. Je suis devenu le suprême. Et au milieu de ma tête,
j'ai construit ma demeure. Une vaste forteresse, style château écossais, le truc imprenable. Et autour, dans ma tête, j'ai mis des forêts, des lacs, des rivières, des déserts, des montagnes. Là-haut, je décide du temps qu'il fait. Il peut faire 35 degrés et la minute d'après, il neige. Et comme je suis une grosse feignasse, je fais plus rien. Même en ce moment, c'est pas moi qui vous parle. Ok. Le mieux, c'est que je vous décrive une de mes journées typiques dans ma tête. Déjà, j'ai une stricte hygiène de vie. Je me lève tous les matins à 5 heures. Enfin, 5 heures temps local. 14 heures temps extérieur. Le premier à rentrer dans ma chambre, c'est Igor, mon serviteur personnel. Ah, maître est réveillé. Oh, maître a des caca d'œil. S'en vont les caca d'œil du maître. Ensuite, alors ça c'est une erreur de casting. C'est mon secrétaire personnel, Mr. Moneypenny. Oh, bah alors, elle est réveillée, la grande. Oh, bah qu'est-ce que c'est que cette tête? Ah, elle a pas l'air de bonne humeur. Ah, putain, Mr. Moneypenny, je vous ai déjà dit de pas m'appeler patronne. Oh, bah alors, la grande cheftaine. Oh, le suragnénia, bah tant pis, elle va rester toute seule, moi je m'en vais au bureau. Ouais, c'est ça. Ensuite, Gérard. Gérard, c'est le grand mécanicien. Gérard, il s'occupe de tout ce qui bouge, respire, digère. Moi, je m'occupe plus de ça. Bon, ben alors... ouais, je vous ai fait les niveaux pour ce matin, monsieur Suprême. Écoutez, c'est plutôt correct. Hein. Bon niveau glucides, tout ça, c'est bien. Hein. Par contre, bah si, il faut qu'on en cause. Les lipides. Ah si, moi je vous le dis, patron. Hein. Au rythme où vous faites rentrer du gras, moi j'arrive plus à le gérer. Je vais être obligé d'agrandir et ça va pas vous plaire. Bon là, faut que j'aille huiler les articulations. Par contre, je vous préviens, vidange générale du système, hein, à solide et liquide. Là, d'ici 20 minutes. Ah ben après, je peux pas assurer l'étanchéité du bordel. Hein. Bon, serviteur, moi j'ai des choses à faire. Et puis après arrive mon archiviste personnel, celui qui s'occupe de la mémoire. Lui, il est super classe. Hello, sir. Je vous ai fait un petit état de la mémoire pour hier soir. Je vous ai fait un petit dossier rouge. Ah ouais, on a passé une sacrée soirée. Ah, j'ai bu autant que ça? Oh, je le crains, sir. Non, j'ai envoyé chier autant de gens que ça? Oh oui, sir. On était combien dans mon lit? Oh, difficile de s'y retrouver, sir. Et ça, c'est, oui, sir, un poney. Ben, faites ce que vous faites d'habitude avec les dossiers rouges. Ah oh. C'est que d'habitude, voyez-vous, ce type de dossier, on les envoie au grand incinérateur, l'inconscient. Dans ce qu'elle a fait, envoyer l'inconscient. Non, sir, je ne veux plus aller voir l'inconscient. Ce mec-là qui vit dans le noir, ça me fout les boules. Ok, c'est bon, puisqu'il faut tout faire dans cette baraque, je vais porter le dossier à l'inconscient. Je sors de ma chambre et... Ouais. C'est où l'inconscient? Mister Moneypenny! Mister Moneypenny! Mais c'est quoi ce bruit-là que j'entends derrière vous? Ah, je sais pas, patronne, quand je suis arrivé au bureau, c'était de la folie. Tout un tas de garçons en train de danser nus. Faut venir, peut-être qu'on rigole.
Ok, je sais pas trop ce qui se passe là-haut, mais quand je vais remonter, ça va très mal se passer. Dites-moi là, trouvez-moi le plan du château et dites-moi c'est où l'inconscient. L'inconscient, 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 l'inconscient. Oh ben l'inconscient c'est simple, descendre, descendre, descendre. Quand vous pouvez plus descendre, vous y êtes. Faut que je vous laisse, hein. Il y a le cirque qui va s'installer. Le cirque. Ok. Là j'arrive devant mes escaliers et... Eh patron, hein, vous vous souvenez, hein, dans 20 minutes, vidange générale du système. Oui, ça va Gérard, ça va. Je m'en occuperai là. Ah, c'est pas une affaire d'État. Oui, mais ça va être vite vu cette affaire-là, au rythme où on va. Et là, je suis quand même fier des grands escaliers que j'ai mis dans mon inconscient. Des belles voûtes gothiques, de la pierre de taille, des marches larges, puis tout bien éclairé. Ah, ça fait plaisir. Je descends. Puis, ben, quand même, au fur et à mesure de la descente, il y a... J'ai l'impression que la voûte se rapproche. Que l'escalier se rétrécit. Ah, putain, il doit y avoir des ampoules à changer, parce que là, c'est pas top l'éclairage. Et puis là, j'entends du bruit. J'entends des... T'as été vilain, maîtresse va pas être contente. Il n'y a rien à cet étage dans le... Là, j'avance et... Oh putain, une porte. Une grosse porte moyenâgeuse, là, du chêne, bardée de métal. Et le bruit, ça vient de derrière. Il y a comme des petits claquements, des chla, chla, chla. Oh oui, vas-y, punis-moi. Je suis dans ma tête quand même. J'ouvre la porte et... Oh bah merde. Un rabbin, visiblement juif, ashkénaze, tendance Loubavitch, c'est-à-dire un festif, nu de la taille jusqu'aux pieds, en train de se faire fouetter à coups de martinet par un jésuite, visiblement espagnol, tendance Opus Dei, c'est-à-dire un vrai bout en train. Non mais les gars là, qu'est-ce que vous faites? Oh, t'aurais pas dû rentrer. Maîtresse va pas être contente. Maîtresse va devoir te punir. Quoi, maîtresse? Et là, dans mon dos, j'ai senti une présence. Une grande blonde, genre Valkyrie wagnérienne, harnachée de cuir, avec une cravache à la main. Petit garçon, maman n'est pas très contente. Maman va devoir te punir. Et moi, là, je sais pas ce qui m'a pris. C'est pas moi, madame, c'est eux. Ah, elle m'a bousculé, elle a claqué la porte et là, chla, 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 chla. C'est quoi ce bordel? Mister Moneypenny! Mister Moneypenny! Qu'est-ce qui se passe là-haut? Ah putain, vous allez manger chaud quand je vais rentrer! Dites-moi là, Mister Moneypenny, c'est quoi les deux abrutis, la blonde là, en bas, derrière la porte là? Sa patronne? C'est la culpabilité judéo-chrétienne. Je croyais qu'on s'en était débarrassé avec le cerveau. Ah non, ça non, la culpabilité judéo-chrétienne, on peut pas. Bon allez, faut que je vous laisse, hein. Il y a l'équipe de rugby qui arrive. L'équipe de rugby. Bon, bref. Je continue à descendre et là, je me vautre la gueule dans une espèce de truc gluant, nauséabond et... Oh merde, encore une porte! Derrière la porte, j'entends une sorte de... Bon, allez, t'es dans ta tête, t'es ça me mettre à bord, quoi, faut que tu saches. J'ouvre la porte et... Oh putain, mais c'est dégueulasse!
Un espèce de monstre, plein de tentacules, avec une bouche immense, en train de déverser des flots de... Oh, Mister Moneypenny! Oh putain mon gars! J'ai hâte de remonter pour t'en coller une! C'est quoi ce bordel dans le bureau? Dites-moi, Mister Moneypenny, c'est quoi cette espèce de saloperie tentaculaire là, dans la deuxième porte? Ça, patronne, c'est la mauvaise conscience! Qui vient de dire il neige, on n'aura pas assez de paille pour tout le monde? Comment ça, à poil, les gogo danseurs? Oh putain, quand je remonte, ça va mal se mettre. Je fais un pas de plus et le noir complet. Y a quelqu'un? Ça a l'air grand ici. Y a pas beaucoup de lumière. Oh putain. Oh, y a une bête. Ah si, y a quelque chose qui m'a frôlé dans le noir. Alors? On a peur du noir? Vous êtes qui? Vous savez qu'on a peu de visites dans cette partie du château. Vous êtes qui? Ben, je suis moi. Moi. Ah, vous êtes l'ego. Non, je ne suis pas l'ego. Je suis le suprême. Ah, vous êtes notre seigneur et maître. Mais qu'est-ce qui vous amène dans les bas-fonds? J'ai un dossier rouge pour vous. Un dossier rouge? Vous avez un dossier rouge? Un dossier rouge, donnez-le-moi. Il me le faut absolument, donnez-le-moi. Oh putain, je lui ai balancé le dossier rouge. Je suis carapaté. J'ai remonté les escaliers tel un athlète de haut niveau 4x4. Failli me vautrer à nouveau dans la flaque nauséabonde, j'ai échappé, je suis passé à côté des sadomaso, j'arrive en haut de l'escalier. Oh putain, patron, je vous avais dit 20 minutes! Mais quoi, Gérard? 20 minutes, vidange générale! Et alors, je comprends pas ce que vous me dites. Ben comme le Titanic, on a fait naufrage. C'est-à-dire, soyez clairs, on s'est pissé dessus! Ah merde, ouais, ça aussi, c'est pas beau à voir! Oh... Écoutez Gérard, laissez tout ça de côté en tas, je vais gérer après, il faut absolument que je monte au bureau. Je sais pas ce qui se passe là-haut, mais c'est... Et là j'arrive devant les portes de mon bureau. Des grandes portes en or, ouvrage et d'ivoire. J'ouvre les portes et... Babylone! Des dizaines de milliers de personnes nues en train de danser, de la mousse dans tous les sens, des confettis, des boules à facettes, des éléphants, et plein de petits bonbons colorés. Non, patronne, c'est pas des bonbons, en mangez pas. Vous, laissez, Mister Moneypenny, c'est quoi ce bordel? J'ai été vilaine. En fait, quand je suis arrivé dans votre bureau, j'ai été sous le bureau. J'ai pris la petite boîte, vous savez la petite boîte que vous fermez à clé. Quoi? Vous avez ouvert la boîte à fantasmes? Mais vous vous rendez pas compte? Vous l'avez refermée tout de suite. Non, elle m'a échappé des mains. Elle est vide. Vous avez entièrement vidé la boîte à fantasmes. Mais vous vous rendez pas compte? Là, ce qui se passe là, c'est rien. Si vous avez vidé la boîte à fantasmes, ça va être le Vietnam. Et à côté de Vietnam, ça passera pour un repas de première communion et bourre-pif en plus. Vous vous rendez pas compte? On va tous mourir. Ouais. Je vous décris pas ce qui s'est passé. J'ai encore du mal à m'asseoir.
Et tout ça, c'est ta faute. Saleté de boîte. La consolation du diabétique. En eux. Ça. On est bien d'accord. Plus d'histoire pour les enfants, mais quand il y a ça. Il était une fois. Parce que toutes les histoires d'enfants commencent par il était une fois. Une famille moyenne. Dans cette famille moyenne, il y a un papa, une maman et 2 enfants. Comme ça c'est fait. On a bien travaillé pour la France. On a notre enfant, virgule 9. Pour le reste, que du classique. Papa travaille à longueur d'année pour offrir à sa chère famille 3 semaines de vacances. Toujours à la même période, toujours au même endroit. Parce qu'on n'a été jamais déçus. Les vacances commencent toujours au même moment. Le 1er juillet, à 5h00, papa charge les bagages. Préparé avec grand soin par maman, il met les 2 enfants à l'arrière de la voiture, maman à l'avant, et en voiture Simone. Même si la maman s'appelle Nicole. Aucun arrêt en route. On prend la location à 10 heures, on va pas leur faire cadeau d'1 heure. Déjà qu'on paye assez cher comme ça, sans compter le diesel qui a encore augmenté. Et puis merde, j'ai que 3 semaines en été, c'est pas pour qu'on me brise les joyeux de la couronne. Le 1er juillet à 15h00, papa s'étale sur la plage et s'étale de la crème solaire et c'est parti pour 3 semaines de grillade intensive. Quant à maman, je sais pas moi, t'as qu'à lire des magazines. Tu sais là, sur les régimes de l'été, ça peut pas te faire de mal. Ah ben voilà. J'ai encore rien dit, madame fait la gueule. Faut dire Nicole, elle pousse un peu. Belle plage de sable fin, mer bleu marine défoncée, de la belle verdure autour. Sympa, quoi. Pendant ce temps, pendant que papa se fait griller et que maman fait des choses à elle, les 2 enfants, errant sur la côte, croisent celui que l'on rencontre toujours dans tous les contes qui se passent au bord de la mer. Le vieux marin, assis, pipe aux lèvres sur une bite d'amarrage, scrutant l'horizon de ses yeux aveugles, à force d'avoir trop regardé la vaste étendue marine. C'est chiadé, ça, comme phrase. Hein? Ça, c'est de la belle littérature. Oh là, les enfants, leur dit-il de sa voix pleine d'embrun. Savez-vous qu'au large de ces côtes existe la légendaire île de gourmandise? Non, vieil homme, nous ne le savions pas. Qu'est-ce donc que cette île de gourmandise? Son nom a l'air alléchant. Ah, les enfants, l'île de gourmandise est un royaume entièrement fait de sucre et de chocolat variés. Les rivières sont de chocolat au lait mêlé de miel. Les forêts sont en sapins de pain d'épices.
dans lesquels gambadent des ours en guimauve dedans, en chocolat dehors. Les maisons sont en nougatine, les routes sont en confiture. Lorsqu'il neige du sucre glace. Et lorsqu'il pleut, les enfants, lorsqu'il pleut, il pleut des fraises tagada. Oh, ça a l'air trop cool, fine nice, ton endroit, Guillaume. Oh là, les enfants, ne soyez pas si enthousiastes, car l'île est maudite. Les enfants écoutaient la tragique et édifiante histoire de l'île de Gourmandise. En un temps d'avant le temps d'aujourd'hui, ou peut-être une nuit, l'île de Gourmandise était gouvernée par la bonne fée Insuline. Mais un jour, la bonne fée Insuline a été mise en garde à vue pour évasion sucrière dans une quelconque ruche fiscale. Profitant de ce vide du pouvoir, la fée Diabète s'est emparée de l'île. Les habitants se virent sucrer tous leurs biens. Ils connurent l'exil et ils étaient dans le chocolat et ce jusqu'au cou. On dit que depuis l'île est restée cachée au regard des hommes, derrière un épais brouillard en barbe à papa. C'est trop cool, fine nice beast to fly! On y va! Et à peine le temps pour le dire, les voici déjà dans leur petit bateau gonflable Bob l'éponge, direction le large. Déjà loin, dans l'insouciance de leur jeunesse, ils n'entendirent pas le sombre avertissement du vieux loup de mer. Attention, géant! Et déjà ils étaient pris dans une matière épaisse et sucrée, le brouillard de l'île de Gourmandise. À peine arrivé sur une plage de sucre roux, que commença la promenade enchantée, et que je grignote des petits oursons, et que je boive dans la rivière, et que je mange des fraises d'Agada tombées du ciel, et que je croque dans des rochers faits en chocolat sujar. Gavé de sucre dans un trip hépatique maximum. Ils ne virent pas s'approcher d'eux le géant de l'île. Et le géant, il attendait cet instant depuis longtemps. Enfin de la chair fraîche, Marc, il en avait depuis tout petit que sa maman lui dise « Dis donc, t'as pas fini ta soupe au berlingot? Dis donc, et n'oublie pas tes 5 pâtes de fruits par jour !» Puisqu'il voulait de la chair fraîche, elle était là à portée de main. Trop tard pour les enfants, déjà le géant s'emparait d'eux pour en faire un bon ragoût au berlingot. Pendant ce temps, sur la plage, maman s'était aperçue que les enfants avaient disparu. Elle eut beau retourner la plage grain après grain. Il fallait prévenir Chérie. Chérie? Chérie? Quoi encore? On peut pas avoir la paix 5 minutes? Comment te dire? Alors sans y aller par 4 chemins, en allant droit au but, hein, sans vouloir couper les haricots en 4 ni les cheveux en 25, il semblerait, bon, c'est une hypothèse, hein, c'est pas tout à fait circonstancié, j'ai pas réuni de preuves, mais il semblerait, d'après la Vox Populi, la rumeur locale... Nicole, qu'est-ce que tu baragouines? C'est pas très cohérent ce que tu me racontes, Nicole. Les enfants ont disparu, je sais pas où ils sont, il y a juste le vieux marin, si pipe aux lèvres, sur une habitante d'amarrage, je scrute à l'horizon de ses yeux, avec la France à trop regarder la vaste du mari, ça c'est chier des confrères, c'est de la belle littérature, qui m'ont dit qu'ils étaient prisonniers, sur l'île de Gourmandise. Tu te fissures, Nicole. Ah si, tu te fissures, Nicole, c'est pas très cohérent ce que tu me racontes. Mais papa a eu beau fouiller comme maman, force fut de constater que les enfants avaient disparu. Alors, n'écoutant que sa fibre paternelle, papa entreprit de retrouver les enfants. Ouais, enfin, c'est bien parce que Nicole insiste, hein. Ce serait que de moi, je laisserais tomber. Papa gonfla à la bouche le canot pneumatique. Ah oui, parce que madame, j'ai mon organisation, elle est pas foutue de me mettre la pompe dans le coffre. Elle est bien mieux rester 3 semaines sur la table de la cuisine. Oh ma pauvre Nicole, je sais pas ce que tu deviendrais si tu m'avais pas.
en bateau, Nicole. Voici les parents partis vers l'île de Cornwallis. Mais à peine arrivés, comment retrouver les enfants? Et c'est là où le cœur d'une mère se réveille. Mais t'inquiète, chérie, j'ai emmené les empreintes dentaires des enfants. Comme ça, on pourra faire comme dans les experts, en comparant les radios avec les petites traces de dents que l'on voit un peu partout. Nicole, je sais pas si je dois te féliciter ou m'inquiéter. Ah si, Nicole, tu me fais peur, des fois. Mais elle n'était pas folle, la Nicole. En remontant la piste des dents, les parents seront arrivés face au château du géant. Mais déjà, à ce moment-là, le géant avait mis le feu dans sa cheminée et lentement mis les petits à mijoter. Les parents arriveront-ils à temps? Le géant sera-t-il pris de pitié par les cris des enfants? Non, non, pas nous, mais on a plein de copains si tu veux. La fée Insuline va-t-elle faire une apparition dans notre épisode en lançant son célèbre cri de guerre? Haribo, c'est beau la vie? Y a-t-il quelqu'un dans Casimir? La vie vaut-elle d'être vécue? Combien font 7 787 multiplié par 8 799 moins 2 qubits Sauvignon sauvage et l'âge du capitaine par l'hypoténuse? Toutes les réponses dans le prochain épisode. Papa et Nicole font du bateau! Ou pas. C'est juste que c'est pas la bonne musique! We're expecting you and love, life's sweetest reward. Let it flow, it floats back to you. Ça va, ça se passe bien en régie là? Non mais reprenez un verre, bon. Ah ben bravo la dernière. Hein. Bref, les parents arrivent devant le château du géant. Et là, une porte 90% de cacao, renforcée de nougat, aux amandes grillées. En un mot, une forteresse. Papa a longuement examiné l'ouvrage. Nicole. Une seule solution saute à mon esprit. Il faut attaquer la porte à coups de dents, faut manger la porte. Non! Si c'est du chocolat industriel, c'est non! Je refuse de participer à l'exploitation des petits producteurs guatémaltèques, pressurés par le lobby agroalimentaire américain et suisse réunis! Non à Monsanto! Nestlé, on est gavés! Commerce équitable! Ou quitte la table! El pueblo unido! Ramasera vencido! C'est la lutte finale! Contre nous et demain! L'international sera le genre humain Nicole! Un mot de plus si je te préviens, je me fais tes souffrances! C'est pas possible, Nicole! Mais t'as rien compris! Des mois que je fais des efforts pour rentrer dans mon joli maillot de bain! Et toi tu me dis, allez Nicole, bouffe du chocolat! Hein, puis après tu me diras, arrête de bouffer ton chocolat, Nicole, tu gonfles! Papa, n'écoutant que sa virile inspiration, attaque seul la porte. 75 kilos de chocolat plus tard, les yeux couleur crise de foie, papa débarque de l'autre côté. Mais entre les enfants et lui se cache menaçant le géant. Nicole. Écoute-moi bien, Nicole. Je ne vois qu'une solution. Il faut attirer le géant hors de la cuisine. Il faut être prêt à tout. Il faut être prêt à se sacrifier pour sauver les enfants.
Nicole, déshabille-toi et attire le géant hors de la cuisine. Nicole se déshabille, il se met à courir en interpellant le géant. Le géant, voyant Nicole, un beau petit morceau de choix, se met à suivre Nicole. Papa prend les enfants, les met dans le canot pneumatique, se taille, et Nicole sur la plage. Les enfants hors de danger. Papa. Les enfants. Votre maman s'est sacrifiée pour vous. Alors, dans ces circonstances difficiles pour la famille, il va falloir aider papa. Vous verrez les enfants, vous serez bien à l'orphelinat. Mais j'ai jamais dit que ce serait une histoire de... Ah, quant au géant, une fois qu'il a fini de manger Nicole, il a dû recommencer à manger des bonbons et puis il a perdu toutes ses dents et il a fini sa vie en mangeant de la confiture à la paille. La morale de notre histoire, la gourmandise est un vilain défaut. Ce spectacle est sponsorisé par le ministère des Affaires sociales et de la Santé. Avant de partir, êtes-vous capable d'imaginer un endroit blanc? Un vaste endroit blanc. Luxe, calme et volupté. Dans cet espace blanc, un grand lit blanc. Et dans ce grand lit blanc, un vieil homme aux cheveux et à la barbe blanche dort du sommeil du juste. Ce vieil homme ouvre un œil, puis un autre, rabat ses draps blancs, pose un pied au sol, un autre pied au sol, se lève tranquillement, va dans sa salle de bain, met sa belle aube blanche, ses sandalettes de cuir, il coiffe bien ses longs cheveux blancs, il lisse sa belle barbe blanche, il met sa belle auréole d'or, et à cet instant, Dieu est prêt à commencer sa journée. Car oui, mesdames et messieurs, c'est lui, dans le coin gauche, accusant un poids de 200 kilos, 1m90, le tout-puissant, la grande ville, le Manitou, le tueur de Béthune, Dieu! Sauf que ce matin, Dieu a vraiment pas envie d'y aller. Mais il se dit, c'est ma gloire, c'est ma destinée. Je dois y aller. Dieu ouvre les portes de sa chambre et ils sont là, sur des kilomètres de long, des kilomètres de haut, tenant une cithare, un violon, une trompette. Et dès que Dieu apparaît, les anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus... Ouais, c'est sympa les gars, merci. C'est tous les matins comme ça, c'est un peu ringaine. Allez, vaquez à vos occupations. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu... Je vous ai dit, ça suffit les gars, c'est gentil, ça me touche, mais... Gloire à Dieu! Ah, vos gueules, les mouettes! La rumeur se répand que ce matin, Dieu n'est pas de très bonne humeur. Mais comme d'habitude, Dieu va dans son bar habituel pour prendre son café habituel avec son plus proche collaborateur. Alors, le Satan, toujours une pêche d'enfer. Oh putain, Dieu mon père. Cette blague-là, tous les matins, depuis l'origine des temps, mais j'en ai ras les cornes. Oh écoute, tu vois, Dieu mon père, j'ai vérifié, j'ai mes trimestres. Alors je te le dis, moi au 1er janvier, je suis en retraite.
Eh, mon petit Satan, tu peux pas abandonner le business comme ça. Tu sais bien ce que c'est que la famille. Écoute, Dieu mon père, c'est bon. Hein. J'ai vérifié avec les syndicats, c'est dans la convention collective. J'ai mes trimestres, je peux m'arrêter quand je veux. Dieu n'insiste pas, mais il garde cette petite idée dans la tête et il arrive à son bureau et ils sont là, hein, sur des milliers de kilomètres. Des imams, des prêtres, des pasteurs, des rabbins, des imams, des pasteurs, des prêtres, et dès que Dieu apparaît, Dieu, Dieu, s'il te plaît, Dieu, Dieu, s'il te plaît, Dieu, Dieu, pour ma synagogue, pour ma mosquée, pour mon temple, pour mon église, Dieu, 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 s'il te plaît. Et sans compter ces milliards de prières qui se lèvent de partout dans l'univers, Dieu, 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 et toute la journée, Dieu, 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 Dieu a des acouphènes, et à 17h, Dieu, vous avez le Dalai Lama sur la 5. Mais je m'en fous, il ne croit même pas en moi. Justement, il aimerait être sûr. Et ce qui montait chez Dieu déborde. Vous me faites tous à chier. Singab, viens dans mon bureau. Oui, patron. Écoute, mon petit Gabi, tu vas me rendre service. Si, mon petit Gabi, tu vas me rendre un service. Je vais te faire une proposition que tu ne pourras pas refuser. J'aimerais que tu ailles au service comptabilité. Vérifie si j'ai mes trimestres. Si j'ai mes trimestres, je prends ma retraite. Mais Dieu mon père, c'est pas possible. Tu peux pas prendre ta retraite. Enfin, patron, qui c'est qui fera tourner tout l'univers? Oh, écoute, Gabi. L'amour, la tendresse, le pardon depuis le début des temps, mais j'en ai plein mon auréole.